Donc je vais vous présenter Roselyne Davido, qui est, alors si je me trompe, hein, vous m'arrêtez, donc docteur en psychologie clinique et psychanalyse, ancienne psychologue scolaire, et oui, anciennement chargée de cours à l'université de Paris 7, et aussi ancienne inspecteur d'éducation nationale. AIS. AIS, voilà, je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Elle est donc l'auteur, entre autres, d'un test, le Davido-Chad, ça se prononce Chad, comme voilà. ça se prononce. Donc un test psychologique du dépistage à la thérapie, donc édité l'Harmattan 1997. Vous avez aussi publié différents livres. Moi, j'en ai aussi un avec moi, voilà, qui sont à disposition sur le stand. Vous vous êtes beaucoup intéressé donc à l'échec scolaire dès la maternelle, hein, et puis vous vous êtes inquiété, voilà, des difficultés de ces enfants, et aussi vous êtes intéressé à la maltraitance. Voilà, il y a différentes choses au cours de votre carrière, qui est d'ailleurs plutôt internationale, puisque vous travaillez beaucoup en Indonésie, à Jakarta, l'université de Jakarta, et aux États-Unis, où le test est utilisé, couramment, utilisé, voilà. C'est ça. Hein. C'est parfait. Voilà, donc vous allez nous expliquer un petit peu en quoi consiste ce test que nous ne connaissons pas en France. Et donc nous sommes très intéressés par cette présentation. À vous. Eh bien, merci beaucoup Florence Fouladou qui a tellement bien organisé ces journées. Merci à Ama Lachet qui a eu la gentillesse de m'inviter. Voilà, donc c'est parfait. Je suis heureuse d'être avec des collègues parce que notre souci, je m'en suis bien rendu compte, c'est le devenir des enfants, j'allais dire de nos enfants. Quand je disais ça, quand j'étais inspectrice de l'éducation nationale en Seine-Saint-Denis, quand je disais l'avenir de nos enfants, on me disait « mais non madame, ce sont l'avenir de nos élèves ». Je pense que les élèves sont un peu nos enfants dans la mesure où ce sont les pères AIRS de nos propres enfants. Et que si nous faisons une société à plusieurs vitesses, nos propres enfants se retrouveront eux-mêmes en perte de vitesse parmi ces enfants parmi ces enfants qu'on appelle des élèves. Et une manière de maltraitance de l'école, malheureusement, je l'ai ressentie très tôt. Déjà moi, parce que j'étais très mauvais élève, j'ai triplé mon CM2. Vous voyez, je vous dis tout, ce qui n'arrive pas à tout le monde, mais j'avais 2 ans d'avance, donc je devais peut-être être immature. Mais est-ce que quand on rentre en CP, faut-il vraiment être mature, comme les enseignants demandent, comme on a entendu parler, je crois que c'est le docteur Uzé qui a parlé du calendrier qui était maltraitant. Je pense qu'il y a malheureusement des échéances dans la vie scolaire qui font que l'enfant est déjà maltraité par certains cycles et on ne lui laisse peut-être pas le temps d'exprimer certaines choses. Et la chance que j'ai eue, c'est de soutenir une thèse sur le test que j'ai créé. Et cette thèse, c'était sur les adolescents délinquants, c'était sur... ça faisait tous les services de gérontologie, de psychiatrie fermée et ouverte. Et je ne l'avais jamais appliquée aux enfants, parce que j'étais psychologue scolaire et déontologiquement, je ne voulais pas appliquer ma méthode. Et puis, vous allez voir comment je l'ai appliquée et comment vraiment on entend, et j'allais dire, on entend même sans parole, les souffrances des enfants. Hein. Alors, on commence. Donc, c'est quand l'échec scolaire, tous ces mauvais apprentissages que fait l'enfant qui n'est pas en mesure de passer en CP, dans une classe préparatoire, dans presque à Louis le Grand. Hein. Quand on dit classe préparatoire, c'est au moins Louis le Grand. Je suis un petit peu troublée, parce que je n'ai pas l'habitude. Voilà, alors, c'est, j'allais dire, un test qui ne revient pas cher aux psychologues, mais qui revient cher d'une certaine manière intellectuellement.
Et je pense que vous intéressez à l'enfant, donc toute votre empathie, vous la mettez au service de l'enfant, et toute votre science, vous la mettez au service de l'enfant. Et c'est vraiment un test clinique. C'est-à-dire que on a besoin de très très peu de matériel, 3 feuilles de papier A4. Ça, c'est pour les adultes, parce que ça va, vous êtes dans le lot entre 3 ans et 101 ans. Donc, je ne pense pas que vous dépassiez l'âge limite. Et, alors, des crayons de couleur ou feutre. Si vous adressez à quelqu'un qui a 90 ans et que vous lui demandez son dessin d'enfance, vous n'allez pas lui donner des crayons feutres. Hein. En revanche, à un enfant, on lui donnera des crayons feutres. C'est-à-dire que c'est un test un petit peu au carbone 14. Les crayons correspondent, ou les Crayola, comme ils disent aux États-Unis, les pastels, tout correspond à un âge de celui qui va dessiner. Donc, on voit à peu près, on jauge à peu près avec quel genre de crayon il va dessiner. Alors, je vais vous dire, vous allez mentalement le passer. Hein, j'ai bien dit mentalement. Alors, il a un nom anglo-saxon, comme a dit Florence Fouladou. Pourquoi? Parce que j'ai fait comme Fernand Reynaud pour parler à New York. Pour parler à Asnières, je suis passée par New York. Dans tous les sens du terme, pour voir le 22 à Asnières. Je ne sais pas ceux qui connaissent l'histoire, mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que nul n'est prophète en son pays, paraît-il, et c'est 30 ans après que j'ai l'honneur de revenir vous voir et de parler en français. Alors c'est pourquoi, voilà. Alors, donc ça a une consonance américaine, puisqu'il a été édité pour la première fois aux États-Unis en 1994, au siècle dernier. Childhood s'appelle le dessin d'enfance. Alors, vous réfléchissez mentalement au dessin que vous faisiez le plus souvent quand vous étiez enfant. On a tous un dessin. Même, je dis aux femmes jusqu'à la première grossesse et aux hommes jusqu'au service militaire. Je ne sais pas, maintenant ça date un petit peu, je ne sais pas si on fait encore le service militaire, mais le dessin d'enfance, ça peut être quelque chose de très tard, ça peut être quelque chose de très tardif. Vous pouvez réfléchir parce que vous verrez que ce dessin d'enfance n'est pas anodin. L'âge auquel j'étais inspectrice de l'éducation nationale et pas inspectrice de police, parce que quand on me présentait en Seine-Saint-Denis dans les classes, on disait « Voilà, madame l'inspectrice ». Alors les enfants disaient « De police ?» Non. Donc je ne vais pas voir si les dessins d'enfants que vous faisiez quand vous étiez plus jeune sont les vrais dessins d'enfants que vous faisiez. Ce qui est important, c'est l'âge auquel vous dites la tranche d'âge auquel vous vous souvenez avoir fait ce dessin. Le plus souvent, parce qu'il y a toujours un dessin qui correspond à une date de notre vie. Ensuite, c'est moi, je suis dans le mauvais sens, je suis très troublée. Ensuite, je vous propose des mains, autant que vous en voulez, dans le sens que vous voulez. Au départ, je proposais, parce que j'ai fait ce test vraiment d'une manière clinique, à la tête du client, c'est-à-dire que j'ai fait au fur et à mesure que, avec les sujets, il s'est développé en fonction de la demande des sujets. Par exemple, dans les sujets tout venant, quand je demandais le dessin d'enfance, après je demandais de dessiner 2 mains, je voyais des fusées, je voyais des robots interstellaires, je voyais énormément de choses. Et les gens avaient compris dessiner le dessin d'hier et le dessin de demain. Alors comme je suis très paresseuse et que je ne voulais pas répéter demain, alors je leur disais, dessinez autant de mains que vous voulez, dans la position que vous voulez. Hein, ça c'est la paresseuse que je suis. Et sachant que la feuille 21-29-7, la feuille A4, est véritablement, c'est pourquoi c'est un test projectif un petit peu spécial, parce que c'est vraiment l'image du corps. Ça correspond vraiment, la taille 21-29-7, à nos mains. Même ceux qui mesurent 2 mètres et quelques, ils peuvent imaginer que ça prend la place, c'est vraiment la projection de soi
en direct, en live. Le troisième dessin, qui peut vous laisser un petit peu perplexe, c'est la main qui gêne, la main qui dérange. Et cette notion de main qui gêne et de main qui dérange, dans les gens tout venant, dans les sujets tout venant, ça, je ne l'ai jamais vu. Ou je l'ai vu, si vous lisez le livre, vous comprendrez, avec les jeunes délinquants, j'avais vu des mains avec des menottes, j'avais vu certaines choses, mais je n'avais pas fait le lien. Jusqu'au jour où j'ai eu la chance de travailler dans les services du professeur Lebovici et dans les services fermés du professeur Villelocher. Et dans ces services-là, les gens, les sujets, quand je leur demandais dessiner le dessin d'enfance, déjà ils avaient beaucoup de mal à s'en souvenir, alors qu'ils étaient jeunes, bon, ils avaient beaucoup de mal. Le dessin des mains, ils ne voyaient pas du tout à quoi ça correspondait des mains. Et ils me disaient, mais vous savez, je n'ai pas fait des mains, parce que la main, pour moi, c'est celle qui me bat, celle qui me scarifie. C'est pour ça qu'à la limite, je suis contente d'arriver après tout le monde, puisque nous allons ensemble voir, peut-être, où commence la strate, où se décide, malheureusement, l'avenir de nos enfants, de nos élèves. Ça va très très loin, et notre avenir à nous, par la même occasion, puisque vous le passez en ce moment. Donc la main qui dérange, pour des gens tout venant, ça ne veut rien dire. Mais en revanche, en psychiatrie fermée, la main qui gêne, la main qui dérange, c'est la première fois que l'on autorise quelqu'un à parler de lui d'une manière négative, parce que quand on passe un test, on va voir un psychologue qui a généralement des épaulettes assez hautes et qui va porter un jugement sur vous. C'est comme ça qu'on va voir le psychologue. Mais le psychologue, il est aussi chercheur et il aime bien que aider, c'est le but du psychologue, d'aider les gens qui vont venir le voir, les aider à aller mieux et faire s'exprimer ce qu'ils ont en eux et qu'ils n'ont jamais eu le moyen ou le temps de dire. Et ça, c'est capital, parce que si on a le temps, je vous montrerai le dessin d'une dame de 90 ans qui n'avait jamais eu le temps de dire quelque chose de très grave pour elle, qui a changé complètement sa vie pour montrer que le dessin, pour montrer que si tout le monde trouvait un psychologue qui écoute véritablement d'une manière clinique, les oreilles grandes ouvertes, avec beaucoup d'empathie, et donne la vedette, entre guillemets, à celui qui passe le test, et pas là en train de se dire qu'est-ce qu'il a. Non, mais amener l'autre à se montrer, à sentir qu'il a en vous quelqu'un qui va l'aider. Mais malheureusement, nous allons voir qu'avec les enfants, on leur donne beaucoup d'espoir, et j'espère que vous serez assez intéressés pour que nous continuions ce que j'espère faire, quelque chose qui aille beaucoup plus loin que cet espoir que l'on peut donner aux enfants qui sont reconnus comme étant victimes de maltraitance et d'abus sexuels. Je continue. S'il y a des questions, n'hésitez pas, parce que je ne suis pas toujours très claire. Alors, la sexualité vue par les enfants, arrête chérie, tu me chatouilles. Ça, c'est du banal. Hein, c'est Florence, elle a 10 ans, je crois. Arrête chérie, tu me chatouilles. Ça, on n'est pas dans mon test. Hein. Là, c'est Cache ton petit oiseau, c'est Patrick, 7 ans. Et quand je m'étais étonnée, j'étais institutrice à ce moment-là, et j'avais fait dessiner les enfants de l'école. J'étais institutrice CAUI, et j'avais demandé aux enseignants, comme j'avais déjà écrit pas mal de livres sur les dessins d'enfants, de faire dessiner les enfants dans leur classe. Et les enfants avaient dessiné l'amour, la guerre et la mort. Pour illustrer, c'était une émission sur France Inter. Et là, l'enfant avait dessiné avec Cache ton petit oiseau. Alors le seul qui ne soit pas caché, c'est le petit garçon qui ne cache pas
son petit oiseau, l'oiseau des parents est en cage, c'est une symbolique sexuelle. Et je m'étais renseignée auprès de l'institutrice qui m'avait dit que la maman le soir vérifiait bien que le petit garçon ne montrait pas son petit oiseau. Donc, bon, ça date peut-être, ce que je vous dis, c'est vrai que c'est très très vieux. Hein. Alors voilà encore l'amour, vu d'une manière, j'allais dire naturelle, par les enfants. C'est un vieux pépé de 40 ans. Je vais avoir une trentaine d'années quand je présentais ça. Un vieux pépé de 40 ans, je me disais vraiment, c'est pas gai. Attends, je me dis, c'est un jeune pépé de 40 ans qui dit, ah, c'est bien des jeunes qui s'embrassent. Il y avait déjà la connotation un petit peu du racisme, c'est intéressant. Et là, c'était des cas donc de la sexualité vue par les enfants. Ça commence à être un tout petit peu limite. Vous voyez un cœur, un chat et un oiseau. Donc les trois symboles sont notifiés sur la robe de cette petite fille qui s'est représentée, et tout autour se gribouillit, mais 40 ans après, je suis drôlement plus maligne. Maintenant, je comprends beaucoup mieux et vous allez comprendre aussi beaucoup mieux ce qui se passe. On a encore de la chance qu'elle ait encore un corps, parce que nous allons voir que des enfants n'ont plus de corps, mais ont beaucoup d'esprit. Alors parfois, parce que là je fais une sorte de mea culpa, j'ai été donc psychologue pendant des années, pendant 14 ans, et 12 ans en GAP, après en RASED, avec un maître G, un maître E, une entente parfaite, dans l'intérêt des enfants. C'était un vrai bonheur. Alors, les parents, je me souviens, je suis passée à côté de beaucoup de choses. Mais on passe, et encore maintenant, je passe à côté de beaucoup de choses. Voilà. Alors, les parents viennent nous voir. C'était une maman qui vient me voir avec sa fille, qui va voir la psychologue scolaire que j'étais, et qui me dit, voilà, elle était très gênée. C'est très drôle parce que ma collègue rééducatrice en psychopédagogie, donc maître E, avec qui j'ai préparé cette conférence en leur disant « j'ai la trouille de m'adresser à des collègues, comment ils vont ressentir ça ?» Et elle m'a dit « t'inquiète pas ». Et dans nos têtes, ça fait des années, c'était dans les années entre 84 et 95 que nous avons travaillé ensemble avec cette RPP, cette maître E et cette maître G. Les cas, c'est comme s'ils étaient là aujourd'hui. Donc, c'était une maman qui vient avec sa fille et qui dit, voilà, madame, je suis très ennuyée de vous dire, mais mon mari met ma fille sur la moquette, il se met dessus, sur ma fille, elle me décrivait des choses, elle était très gênée naturellement en me les décrivant, c'était dans les années 85. Je disais, mais madame, votre mari doit jouer, c'est tout à fait naturel. C'est-à-dire que je travaillais à Paris dans le 15e arrondissement, non, dans le 15e arrondissement de Paris. Pour moi, l'inceste, c'était dans les fermes très très lointaines. Hein. Ça ne pouvait pas être à Paris dans le 15e. J'étais très naïve. Hein. Voilà. Et donc, elle me décrivait des choses, et j'ai dit, écoutez, madame, c'est pas grave, il faut que... Bon, vraiment, la psychologue nulle, dans les années 80. Hein, je vous dis, ça paraît facile, on est en 2012. Hein. Ça paraît peut-être maintenant, ça serait maintenant, je pense que les maltraitances, on fait déjà un petit peu mieux avec. Donc, qu'entend le psychologue quand les parents parlent, hein, parfois il entend... Ben, moi, je n'ai pas entendu. Et si je parle au nom de mes collègues, c'est parce que je me suis référée à mes collègues et elles m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette mère? Et pourtant, ça nous paraissait tellement... C'était des boulangers. Hein, impensable, en fait, impensable. Ça paraissait impensable. Hein, des boulangers qui faisaient des bâtards sur la moquette, ça me paraissait... Bon. Ensuite, parfois ce sont les enfants eux-mêmes qui vous racontent des choses. Et à ce moment-là, je vous assure, ça commençait Canal+, parce que c'est très vieux là ce que je suis en train de vous montrer. C'était donc... alors, à moins qu'ils aient eu Canal+,
et ils racontaient des choses. Ils dessinaient leur famille, hein, et ils disaient, voilà, c'est papa qui met à mon frère et à moi une carotte ou un navet dans le derrière. Moi, je me disais, mais d'où sort-elle ça? C'était naturellement une enfant en échec scolaire que l'on m'avait envoyée. Hein, mais d'où peut-on sortir des trucs pareils? Et donc, encore une fois, c'est bizarre. Vous avez dit bizarre. Et on zappe. Et on zappe parce qu'on est dans les années 80, mais j'ai l'impression que ça n'a pas tellement évolué depuis. On pourra peut-être en discuter après. Alors, la maltraitance reste un tabou, et j'ai la chance de travailler, donc, j'allais dire, malheureusement, sur d'autres continents, puisque la France, j'ai eu beaucoup de mal à implanter mon test. J'espère qu'à partir de maintenant, grâce à Poitiers et au comité scientifique et à vous, on arrivera peut-être à faire quelque chose ensemble d'intéressant, dans l'intérêt des enfants, parce que je trouve que c'est vraiment un test qui est fait pour aider les enfants, et vous allez voir vous-même, et sans parole. Ils n'ont pas l'impression de passer un test. Donc le plus grand tabou, le malaise à l'école pour moi, naturellement, c'est la maltraitance. On l'a vu récemment, dans les journaux, j'allais dire presque quotidiennement. De mon temps, quand j'étais psychologue scolaire, c'était l'enfant du placard. Hein. Maintenant, ça a évolué, c'est la petite Marina, là récemment. Mais les abus sexuels, là, on n'en parle pas trop parce que, à l'école, c'est gênant pour tout le monde. Quand j'ai commencé à parler des abus sexuels, j'étais relativement jeune, pas mal physiquement, mais on me disait que c'était moi qui avais des problèmes. Alors, c'était bien embêtant. Et je me dis que ce qui manque, véritablement, c'est une formation à tous ces tabous de l'école, une formation, quelque chose qui soit fait pour que l'on entende, pour que l'on comprenne, pour que l'on aide, pour que l'on passe la main. Parce que passer la main, moi je l'ai toujours passé la main. Hein. Je l'ai passé d'ailleurs à un intervenant qui est venu ici et qui m'a dit « Madame, je ne vois que... c'est un psychiatre, il m'a dit « Madame, je ne vois dans ce cas-là que la dépression de la mère », alors que c'était un enfant qui menaçait sa mère avec un couteau pour l'avoir nue. Hein, on serait vu dans du Hitchcock il y a 25-30 ans. Donc c'est pour vous dire que tant qu'on marchera avec des stéréotypes, tant qu'on ne s'ouvrira pas, et je sais que les psychologues scolaires ne demandent qu'à s'ouvrir, mais encore faut-il qu'après, hein, il y ait une suite. Parce que moi, j'ai vécu, avec la suite, on envoyait les enfants en orthophonie pour placer mieux la langue. Et je crois qu'ils savaient très très bien la placer, la langue. Hein. Je veux dire, on a fait où je travaillais dans le 15e, ça a été honteux, la manière dont on s'est occupé des enfants, à l'intersecteur. Il paraît je crois qu'en province, j'ai été inspectrice dans les Vosges, ça avait l'air, j'allais dire, plus sérieux. Hein. Mais vraiment, la manière dont on gère les enfants, dont on s'occupe des enfants, même en marge, même à la marge. Moi, je trouve qu'on n'a pas le droit de laisser un seul enfant sur le carreau. Un enfant, vous imaginez, maltraité, quelle horreur. Alors donc, je pensais donc à une formation éventuellement. Alors l'enfant, et c'est là où vous allez voir que le test, il va à l'envers de tout. Donc, l'enfant, il arrive naturellement, quand on l'emmène chez le psychologue scolaire, l'enfant, il arrive avec une étiquette. Hein. Là, il est rouge. La belle rouge, ce sont les soldes. Malheureusement, ce sont souvent les enfants, style soldés, des pauvres mômes. Voilà. Alors, l'enfant, il arrive avec une étiquette. C'est Kim, il a 5 ans et demi, c'est un petit enfant extrêmement chétif. Il a 5 ans et demi, on lui en donne plutôt 3, 4. On voit qu'il ne mange pas à sa faim, il a l'air... voilà. Alors, il est naturellement décrit et est en grande section de maternelle. Il faut qu'il rentre à Louis-le-Grand en classe préparatoire. Et l'institutrice trouve qu'il n'est pas au niveau. Alors, comme il n'est pas au niveau, il va voir la psychologue. Ça, je vais dire, c'est un des bienfaits du calendrier scolaire. C'est que si
il n'y avait pas ces échéances-là, si ces enfants passeraient complètement à côté de tout, si un jour il n'y avait pas cette grande école à laquelle ils devaient être confrontés, les psychologues scolaires ne les verraient pas. Parce que là, c'était un enfant que l'on n'entendait pas, mais simplement qui ne participait à rien, qui ne s'intéressait à rien. Alors d'abord, quand je voyais un enfant, je demandais d'abord que l'on voit bien s'il entendait et s'il voyait bien. Parce que combien d'enfants, vous vous rendez compte au CM2, qui sont passés à travers toutes les mailles du filet, où on devait leur faire des bilans optiques et des bilans des audiogrammes. Donc ce sont des enfants, là, dont je vous parle, qui voient et qui entendent, mais qui ne mangent peut-être pas leur faim, comme dans ce cas-là. Le petit garçon, je lui ai dit, est-ce que tu te souviens du dessin que tu faisais le plus souvent quand tu étais enfant? Et il dessine un bonhomme tétard. Mais je me dis, mais il est extraordinaire. Tout le monde le traite vraiment d'abruti, entre guillemets. L'institutrice dit que ça ne va pas du tout, qu'il n'est pas capable, mais il est tout à fait capable. Il comprend que lorsqu'il était plus petit, il dessinait différemment. Parce que maintenant, il a 5 ans et demi, il est au moins au stade du bonhomme. Après, je lui dis, parce que je suis une optimiste, après, je lui dis, dessine des mains. Alors là, je me dis, oui, bon, peut-être que l'institutrice a eu raison. Des mains. Bon, et puis, je me laisse aller et je dis, dessine la main qui gêne, la main qui dérange. Et là, il se précipite. Je dis, il se précipite sur sa main. Il la contourne avec un crayon rouge. Et il dit, maman, battre. Ce petit garçon qui n'avait pas parlé dit, maman, battre. Quand j'entends ça, je préviens mes collègues, je me dépêche. En plus, il avait l'air malnutri. Comme on prenait souvent le thé, toutes les trois, il y avait des morceaux de sucre. On lui donne des morceaux de sucre parce qu'il avait vraiment l'air, le pauvre, d'être affamé. Et puis, je vais voir la directrice et je demande le numéro de téléphone de la mère, qui était gardienne, femme de ménage, je ne sais plus, elle habitait pas très loin. Elle est venue dans l'heure et je lui ai dit, madame, que se passe-t-il avec votre enfant? Et j'ai vu une pauvre femme, complètement piquée de partout, à moitié droguée, négligée. C'était bon. Alors j'ai donc signalé, c'est le seul cas où éventuellement il y a eu un suivi parce que l'enfant a été signalé. Mais 2 ans après, rien n'avait été fait. Le dossier suivait son cours. C'est toujours le cas. Je ne sais pas si 30 ans après, c'est toujours le cas. Alors voici le dessin libre que Kim avait fait quand sa mère était là. Bon, alors là, je ne veux pas faire de description de dessin hâtive, mais on peut demander si ce n'était que maman bas, s'il n'y avait pas une autre problématique. Mais déjà, avec maman bas, j'étais gâtée. Et le pauvre enfant avait trouvé un endroit pour pouvoir enfin dire quelque chose. Et à partir de ce moment-là, il a même parlé et il a dit, comme commentaire de son dessin d'enfance, il a dit, il y a des noms, je voulais dire des hommes, il y a des noms qui meurent de faim à la télévision et moi j'ai peur de mourir. Donc vous voyez la détresse d'un pauvre enfant de 5 ans et demi. On se dit, il est signalé, mais je veux dire, je sais pas moi, c'est comme on fait un rapport à la police, on fait une réunion de synthèse, on se permet de dire, voilà, alors que, je sais pas, je pense que notre rôle de psychologue, et c'est pour ça que je suis devenue inspectrice après, notre rôle de psychologue, c'est pour ça que j'ai voulu devenir inspectrice et que je le suis devenue, mais notre rôle de psychologue, c'est d'aider les enseignants à comprendre que nous avons des humains, que nous sommes des humains et qu'on a des humains en devenir et que leur devenir est très important, même pour nous, quand nous serons des vieux,
c'est quand même bien d'avoir formé une jeunesse que l'on aura entendue, que l'on aura écoutée et que l'on n'aura pas renvoyée à la marge, dont on n'aura pas fait des révoltés, parce que moi je crois qu'une école, pour moi, est maltraitante quand elle met un enfant en échec scolaire à des âges aussi idiots que 5 ans et demi. Pour moi, c'est complètement idiot. Hein. Je ne sais plus qui parlait, je crois que c'était Bernard Gols qui parlait des enfants, donc paraît-il, bébés, on voyait déjà leur chemin de délinquant. Mais là, je peux vous dire qu'à l'école, c'est nous-mêmes qui secrétons ce qu'ils vont devenir. Je ne sais pas si vous ressentez comme moi, mais c'est nous-mêmes, l'école. Il faut vraiment aider les élèves. Je n'ose plus dire enfants, bien que je ne sais pas si maintenant dans les textes c'est passé. Ça dépend des présidents. Alors, parfois, les parents semblent de bonne foi. Je l'ai mis en italique. Pourquoi? Parce que les parents, on croit que l'on s'adresse à des adultes. Mais je vous ai demandé tout à l'heure de dessiner, de vous souvenir de votre dessin d'enfance. Et vous vous êtes rendu compte que l'enfant que vous étiez n'est finalement pas si loin de l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Et donc, on croit donc que l'on s'adresse à des adultes, mais on s'adresse parfois à des adultes qui peuvent vous manipuler. Alors là, c'est une mère à qui j'avais demandé de tester son enfant, parce que son enfant avait 12 ans, était, paraît-il, pas intelligent pour la classe. Il m'avait jamais été signalé auparavant. Donc il avait 12 ans et il fallait qu'il passe, il était en CM2, il fallait qu'il aille au collège. Mais il n'en était pas capable. Alors voilà. La réponse à ma première demande, puisqu'il fallait que l'enfant voie le psychologue, la réponse à la première demande, c'est qu'il est déjà suivi, qu'il a été vu par le docteur, qu'il a eu des tests, qu'il a fait passer des tests pendant une année entière, en CE1 et en CE2. Voilà. Avec ça, je vois finalement le directeur d'école, c'est un directeur à ce moment-là, intervient pour que je voie l'enfant. J'étais obligée de le voir pour l'entrée au collège. Et il fallait qu'il ait un dossier. Donc je vois l'enfant. Mais il avait été suivi par le docteur, qui lui avait fait passer des tests. Donc le docteur, moi je ne me sens pas toujours de la taille du docteur. Mais j'ai quand même fait passer le whisk. Alors, c'est donc un enfant diagnostiqué paresseux, hein, par le docteur. C'est le docteur qui aurait dit qu'il était paresseux, après avoir passé des tests, pendant une année. Alors voici le whisk. Voilà, il a quand même 128 de QI. C'est quand même pas de QI global. Hein, c'est quand même pas un demeuré. Il y a des potentialités. Et c'était un enfant, comme malheureusement beaucoup d'enfants qui vont voir le psychologue, il doit en avoir à la casquette des psychologues. Et il ne parlait pas, et il parlait très très peu, il répondait aux questions. Voilà, c'est tout. Et il répondait bien. Son QI performance est meilleur que son QI verbal. Je lui fais dessiner son dessin d'enfance. Alors ne me demandez pas ce que c'est, parce que ça fait quand même au moins 30 ans, je ne sais pas ça. Je pense qu'il n'avait pas dû dire grand-chose, mais vous allez voir ce qu'il a dit à la fin, c'est ça qui est intéressant pour nous. Je fais dessiner son dessin d'enfance. Le dessin des mains, il va mettre 5 minutes pour le faire. Comme s'il ne comprenait pas, c'est ce que je vous ai dit dans les services fermés de psychiatrie, comme s'il ne comprenait pas ce que signifiait, ou plutôt comme s'il comprenait trop bien ce que signifiaient les mains. Et la main qui gêne, il me dit, c'est la main qui me tape. Donc c'est un enfant qui est tapé par ses parents, c'était son père et sa mère qui le tapaient, et d'une manière très très habile, l'avait fait suivre par un centre, comme ça,
c'était un centre complètement en dehors de l'école. Donc, on avait, dans le 15e, je ne sais pas comment ça fonctionnait, malheureusement, ça a été des années galères. Les 12 ans que j'ai passé là-bas, ça a été des années galères. Vous allez le voir avec le cas suivant. Alors, vous voyez, 5 minutes de latence pour des mains. Il ne voit pas à quoi ça correspond. Et 5 secondes pour la main qui gêne. Là, tout de suite, il a compris ce que ça veut dire. Alors, je vais vous dire, on croit que ça n'arrive qu'aux autres. Mais ça peut aussi arriver aux enfants de à nous, aux enfants de nos collègues. Ça arrive partout. Là, il s'agit d'une jeune fille de 14 ans qui... c'est un cas qui m'a été rapporté par Benoît de Prémorel. C'est un cas qui est paru dans Société de psychologie légale. Et parce que Benoît de Prémorel était expert auprès des tribunaux. Hein. Et il a eu cette petite fille parce qu'elle a révélé à 14 ans que l'ouvrier agricole de ses parents l'avait abusée. Or, la maman de cette petite fille était institutrice en maternelle, en grande section. Elle avait eu sa fille, elle devait être en moyenne et grande section, puisqu'elle avait eu sa fille entre 4 et 5 ans. Elle s'était rendue compte que sa fille décrochait, que sa fille n'allait pas bien. Elle l'avait montré au psychologue scolaire. J'allais dire une collègue, hein. Ça se passait pas à Paris dans le 15e pour une fois. Elle l'avait montré à la psychologue scolaire qui avait dit « aucun problème ». L'enfant a été en échec scolaire, c'est scarifié, c'est bon, comme si vous lisez les 12 cas cliniques qui sont parus aux éditions InPress, vous verrez les dégâts des abus sexuels et des maltraitances sur les adolescents bien plus tard, ou même sur les adultes, même sur les gens de 90 ans. C'est-à-dire que vous verrez que si la parole n'a pas été donnée et écoutée à l'enfant, si ça n'a pas été fait, bon, c'est fini pour lui, c'en est fini pour lui. Donc plus on dépiste tôt, plus on aide tôt. Bon, après, on réfléchira ensemble comment on passe la main, parce que c'est là où il y a le problème. Une fois qu'on a dépisté, que faire? Alors donc, cette petite fille, lors de l'examen que Benoît de Prémorel, qui était à ce moment-là, maintenant il travaille pour Médecins du Monde en Haïti, à ce moment-là il était expert auprès des tribunaux. Alors il avait demandé le dessin d'enfance, c'était une petite fille sans bras, le dessin des mains et le dessin de la main qui gêne. Alors je veux dire que c'est presque sans parole. Hein. C'est-à-dire que vous avez dans la main qui gêne, quand il y a maltraitance, il y a généralement, tout est dit, ou beaucoup de choses sont dites. Et là, c'est un dessin qu'a demandé à faire Justine, un dessin libre, parce que le dessin libre, les enfants, vous verrez après, je demande aux enfants jusqu'à 10-12 ans de faire un dessin libre, et vous allez voir pourquoi, dans le prochain cas. Alors, voici le cas d'Elsa, qui m'a fait faire un pas de géant dans la clinique, entre guillemets, de la même manière que j'ai trouvé dans les milieux psychotiques la main qui gêne, la main qui dérange, c'est la partie malade de soi, la partie folle, comme disait hier Madame Ama Lachet, elle parlait de la partie folle de soi, mais c'est un test où on a le droit d'être fou, on a le droit de tout montrer. Quand je dis cela, c'est parce que les gens qui dessinent sont tellement impliqués qu'ils ne se sentent même pas observés parce qu'on s'adresse à eux. Ce n'est pas le test du style « j'ai fini, vous relevez ma copie ». C'est au contraire, ça vous prend la tête. Vous êtes vraiment dans le test. Et même des années après, vous vous souvenez de ce que vous avez mis, de ce que vous avez voulu dire.
Et pour en revenir à l'expert auprès des tribunaux, Benoît de Prémorel, à ce moment-là, il essayait, parce que je vous dis, c'était dans les années 98, il essayait de... J'avais formé à la Cato, parce que j'avais la chance de faire la formation permanente à la Cato, à Paris, et j'avais donc des experts auprès des tribunaux, j'avais des spécialistes, entre guillemets, de l'enfant, qui étaient en formation permanente. Et il avait parlé de mon test autour de lui, mais un test français, hein, ou qui venait d'Amérique, c'était pas intéressant. Et un jour, il a parlé à un de ses collègues, c'était une histoire qui se passait à Bordeaux. C'était une maman qui était médecin, et le père devait être vigneron, il était agriculteur, il devait être vigneron dans la région de Bordeaux. Et la petite fille de 4 ans avait été expertisée, et le père avait dit, vous voyez bien, il n'y a rien. On avait dû lui faire dessiner sa famille, une famille, je ne sais pas ce qu'on lui avait fait faire, en tout cas on lui avait fait passer des tests. Et le psychologue, qui était le psychologue judiciaire, qui était référent pour cette petite fille, lui a fait passer mon test. Parce que le père disait, la mère est médecin, c'est normal, elle projette, elle raconte n'importe quoi, elle fantasme, elle sait des choses. Moi vigneron, je ne connais pas, mais naturellement, quand on est médecin, on peut inventer. Et la petite fille, quand elle arrive à la main qui gêne, elle dit, c'est la main de mon papa sur mon pipi. Là, ça en dit assez long. Et je vais tout vous dire, cet expert, c'est celui d'Outreau. Alors, j'espère qu'il n'a pas fait passer mon test, parce que franchement, je ne crois pas qu'il l'ait fait passer. Mais je vous dis, ça fait peur, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous n'êtes pas vraiment à l'écoute de l'enfant et que si vous arrivez avec des idées préconçues, si vous n'arrivez pas d'une manière humble, entre guillemets, devant un nouveau cas, chaque fois, si vous essayez de mettre ça dans des catégories, j'entends tout le temps parler d'étalonnage, on va le faire l'étalonnage, puisqu'on a besoin d'étalonnage en France. Il y en a partout dans le monde, mais on va le faire en France, avec vous si vous voulez. Mais je pense que l'étalonnage, pour moi, c'est d'être dans un entretien de très très haute tenue, d'humain à humain, avec un enfant que l'on respecte, qui est une personne. On dit que le bébé est une personne, hein, on l'a entendu dire, mais je pense que l'enfant qui va passer en CP, l'enfant qui va passer en 6e, quel que soit l'enfant, est aussi une personne. Alors voilà, Elsa, une petite fille qui ne parle pas, qui reste dans son coin, qui ne sait pas écrire, qui gribouille. Vraiment, elle a tout, elle a déjà été maintenue, et c'est pas moi qui l'avais fait maintenir, c'était l'enseignante qui d'office, et une enseignante très, très bien, hein, c'est pas de ces gens qui ont justement eu une haute idée de Louis le Grand, de la manière du devenir de l'enfant. Non, elle était une enseignante qui paraissait très, très humaine, je vais dire blanche, normale. Hein. N'empêche que vous allez voir, elle n'a pas voulu croire que c'était l'enfant qui avait fait ça. Alors, donc, cette petite fille, elle ne sait pas écrire son nom, elle ne participe pas à la classe, naturellement. Et elle n'est pas assez mature pour rentrer en CP. C'est toujours la même ritournelle. Tu me dis si je dépasse le temps. Il est midi 5, je sais pas où... Ben, je vais aller vite alors. Bon. Non, parce que comme... Oui, d'accord, mais je ne veux pas les empêcher de manger. Hein. Alors, donc, comme cette petite fille gribouille, je lui dis, dessine, puisque, paraît-il, elle ne sait rien faire. Alors, elle vient, elle a un très bon regard, elle entend, elle voit, elle a passé la visite médicale. Et je lui dis, dessine le dessin que tu faisais le plus souvent quand tu étais plus petite. Là, elle dessine, et mon bureau devient lourde parce qu'elle parle, et elle dit, maman, moi. Je dis, quel âge tu avais? Elle dit 3 ans. Et l'âge du dessin d'enfance,
c'est vraiment au carbone 14, l'âge auquel le traumatisme de la vie de chacun est arrivé. Ça marche aussi pour vous, hein. Après, je lui dis, dessine des mains. Vous avez vu, pour une petite fille qui en est au stade du gribouillage, hein, dessine des mains. Et dessine la main qui gêne. Alors là, elle va chercher la clé qui est sur mon bureau, là, elle prend la clé qui est sur mon bureau, elle va vers la porte et elle essaie de fermer la porte à clé. Alors je me dis, il y a un problème avec une histoire de clé. Comme elle ne parle pas, je ne veux pas, je la respecte, je ne veux pas commencer à lui poser des questions style la concierge, ah bon, alors qu'est-ce qui se passe? Bon, je la laisse. Elle dessine la clé, elle contourne la clé. Et je me dis, elle doit essayer de s'enfermer, peut-être pour empêcher un voisin de venir, peut-être chez elle. Je ne sais pas, en tout cas c'est quand même bizarre. C'est-à-dire que cette petite fille qui gribouille, d'une manière, elle cache son corps, elle nie son corps. Gribouiller, c'est projeter tout ce qui nous parasite, tout ce qui parasite notre être. Hein. Donc, elle se cache derrière ses gribouillis. Donc, vous voyez qu'elle est tout à fait capable. Alors, un des signes de la maltraitance, et ça c'est un étalonnage qui me paraît capital, c'est quand un enfant dessine un dessin d'enfance, le dessin qu'il faisait le plus souvent quand il était plus petit, qu'il le dessine mieux que le dessin de maintenant. C'est-à-dire que cette petite fille, quand elle avait 3 ans, elle avait eu un corps, et que maintenant, elle en a 6, elle n'a plus de corps. Que s'est-il passé? Alors voilà des mains, voilà le dessin. Alors, je me suis dit, ça c'était vraiment le premier cas qui m'a ouvert l'esprit. Je me suis dit, si elle n'a plus de corps, ben, je vais lui demander de se dessiner. Et je lui dis, dessine-toi. Alors, elle fait la tête. Je dis, mais quand j'ai dit dessine, moi je suis très très mauvaise psychologue, alors là vraiment très très mauvaise psychologue, je lui dis, mais quand j'ai dit dessine-toi complètement. Et comme elle a dû sentir qu'elle allait être aidée certainement, qu'il y avait une bonne relation, elle a pris une autre feuille de papier et elle a dessiné le corps. Et vous voyez des moustaches, c'est là, parce que, bon, au début je pensais que c'était un voisin, mais après j'ai donc vu la mère, pour faire court. Vous voyez, c'est le corps morcelé déjà. Donc on vous dira, c'est de l'autisme, on est dans, je sais pas, on va prendre des notions extrêmement savantes. Finalement, on est malheureusement dans un abus sexuel primaire, primitif et bête malheureusement comme tous les abus sexuels des pauvres enfants qui passent, que nous voyons. Alors, je vois la mère un samedi matin. Donc mes collègues n'étaient pas là, et je dis à la mère, vous savez madame, parce que je vois la mère tout le temps, quand je vois les parents, la mère seule se présente, mais quand je vois les parents, il y avait toujours l'enfant qui était là. Et je disais à l'enfant, tu vas m'aider, pendant que tes parents sont là, tu vas dessiner, parce qu'il y avait le bureau qui était comme ça, à la place de Florence, et je disais, tu vas dessiner, je regarderai, tu vas me guider, parce que moi je ne peux pas demander n'importe quoi à tes parents. Je veux que tu me guides, je veux que tu m'aides un petit peu à leur poser les bonnes questions, ou à discuter avec eux sur les bons sujets, hein, plus sur des sujets qui peuvent fâcher. Hein. Alors là, elle commence, et la mère me dit, non, c'est pas un voisin, c'est la première fois que j'entendais parler une mère, et je ne savais pas que, parce que je suis toujours naïve, même maintenant à mon âge, je ne savais pas que les mères pouvaient être complices. La mère me dit, mais non, c'est pas un voisin, c'est mon mari
qui m'a quitté à la naissance d'Elsa, qui est revenu 3 ans plus tard, une mère assez mignonne, hein, donc il est revenu 3 ans plus tard, et à partir de ce jour-là, il a exigé, pour rester avec moi, parce que je l'aimais, il a exigé que ma fille voilà, passe à la casserole. Alors, je vous assure, même en vous en parlant maintenant, vraiment, ça vous donne la chair de poule de penser, et vous aviez l'enfant qui était là. Alors j'ai fait revenir l'enfant, je lui ai montré ses dessins, et j'ai dit à l'enfant, c'était le lundi, puis ça c'était un samedi, le lundi, je dis à l'enfant, montre-moi où ton papa t'embrasse. Et là, dans un silence incroyable, elle prend un crayon rouge et elle trace autour de la bouche. Elle met des moustaches. Elle met des... voilà, sur son corps. C'est la deuxième partie. Donc ce cas, naturellement, j'ai signalé, j'ai été convoquée au quai de Gesvres. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, le quai de Gesvres. J'ai donc été convoquée par la police. Je suis restée toute la journée, comme si c'était moi qui avais abusé l'enfant. La directrice de l'école que j'avais mise au courant était là. Et on n'avait pas le droit de se parler. On était comme en garde à vue. Et moi, je montrais les dessins. C'était ma seule défense. Et il y a un des flics, excusez-moi de dire ça comme ça, qui a dit « Ah, mais le papa, il a une moustache ». C'est ça qui m'a sauvée, parce que moi, je n'avais jamais vu le père. Je ne savais pas qu'il avait une moustache. Voilà, mais c'est pour vous dire que lorsque on signale un enfant, ben, comme je l'ai fait, malheureusement, c'est sur nous que ça peut retomber, et ce n'est pas ça qui va faire avancer le schmilblick de l'enfant. Hein. Ça a un peu évolué quand même. Pardon ? Ça a un peu évolué quand même. Je suis un petit peu... Je dis ça a un peu évolué. Non, ça a fait que la mère a changé ses 2 enfants d'école pour que je ne sois plus la psychologue de l'école. Non, mais je parlais des procédures. Ça a un peu évolué. Bon. Alors là, je me dépêche. Bon. Là, je vais essayer de faire en 5 minutes, parce que généralement, dans les pays anglo-saxons, ça dure un quart d'heure. Là, je vais essayer de faire en 5 minutes un cas qui va très très vite. Là, c'est Olivia qui a 6 ans. Elle est en CP. Bon, comme les autres enfants, naturellement, elle a des problèmes de lecture, comme beaucoup d'enfants. Elle n'arrive pas à lire, elle ne rentre pas dans les apprentissages. La rééducatrice, la psychopédagogue, maître E, lui fait passer un dessin, dessine une famille. Voilà, elle dessine un personnage. Après, elle lui dit, dessine ta famille. La petite fille dessine encore un personnage. Elle a une batterie prédictive, on est au mois de novembre, sa batterie prédictive d'10 ans, là, la fait lire dans les 6 mois. Voilà. Et l'enfant, bon, la maître G et la maître E me montrent les dessins. Ça nous paraît très, très, très bizarre de voir une petite fille qui ne fait qu'un seul personnage dans une famille. Et en plus, que ces 2 personnages sont quelque part superposables. Et c'est là-dedans qu'est toute la nuance. Parce que la mère est brune et l'enfant dit une famille, c'est ma mère, et ma famille, c'est moi, alors que la petite fille est blonde et sa mère est brune. Voilà, bon. 4 ans plus tard, Olivia, 10 ans, est à nouveau signalée, elle est en CM2. Elle dessine son... Alors, c'est une petite fille joufflue, ravissante, mais infecte du style Le Môme. Vous n'avez pas envie de lui parler parce que vous la sentez tellement sur la défensive. Vous vous dites, si je dis un mot de trop, ça va encore faire des histoires. Et comme j'avais déjà vécu le cas d'Elsa, j'avais vraiment, même si ça a changé, je ne sais pas, mais voilà. Donc, ça ne fait pas parler. Elle dessine donc son dessin d'enfance. Regardez comme le dessin d'enfance ressemble au dessin de sa famille. Vous retrouvez des fleurs. C'était 4 ans après. On a l'impression que c'est du copier-coller. Hein.
Je lui demande de dessiner des mains. Alors, ce sont des mains qui prennent des sous, qui prennent ceci, qui prennent cela. Il y a 13 mains, il y a énormément de mains. C'est très rare qu'il y ait autant de mains dans le dessin des mains d'un enfant. Et la main qui gêne, la main qui dérange, elle contourne sa main et elle me dit, c'est une main qui prend une feuille et qui tremble. Alors moi, je me dis, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'elle appelle feuille? Est-ce que c'est ça? Une feuille à 4? Est-ce que c'est une feuille d'un arbre? Je lui dis, explique-toi mieux. Alors elle se lève et elle me fait comme ça. Bon, alors comme j'avais vu le film Les risques du métier, j'ai eu un petit peu peur. J'ai dit, écoute, je vais vous demander à voir tes parents. Hein, tes parents vont venir. Et puis quand tes parents seront là, tu dessineras. Je ne voulais pas du tout la questionner. Et quand elle a eu fait ça, elle a commencé à faire des champignons. Le père vient. Et je lui avais dit, quand tes parents vont venir, tu dessineras pour que je puisse poser des questions à tes parents. Et le père dit, le père était gardien d'immeuble, hein. Alors il dit qu'il a des secrétaires. Je lui dis, mais monsieur, vous n'embrassez pas, vous êtes tendre avec vos enfants, vous embrassez bien vos enfants, vous êtes il avait 2 filles, vous êtes bien gentil avec vos enfants. Madame, je n'embrasse personne, même les secrétaires, demandez à mes secrétaires, je n'embrasse personne. Venez chez moi, vous verrez comme c'est propre. Bon. Alors je me dis, heureusement que je ne me suis pas avancée avec cette histoire de champignons, de boum qui fait ça, heureusement que j'ai gardé mon sang-froid. Le lundi matin, parce que le week-end on réfléchit beaucoup, je vais voir l'enfant et je dis à l'enfant, ton père, il n'embrasse peut-être personne, mais peut-être qu'il aime être embrassé. Et l'enfant vient dans mon bureau et dessine toute une série de champignons. Alors voilà, les champignons, comment elle les dessinait. Ce sont des champignons déguisés, voilà. Là, c'était quand les parents sont venus, bon voilà, voilà, on aurait peut-être pu comprendre au premier examen, parce qu'un enfant qui déjà s'était dessiné, quand j'avais demandé de dessiner un personnage, de se dessiner et de se dessiner sous la pluie, hein, quand elle était stressée, son regard, c'était le même que celui des champignons. Voilà, et alors tous les enfants battus, la main qui gêne, c'est arrête ta main. Là, c'est la main sur la robe de la petite fille, la robe avec sa maman. La main qui gêne, c'est la main. J'essaie d'aller très vite, hein, mais ce sont des histoires sans parole. Là, rien que de voir ce dessin-là, en le préparant pour vous, c'est horrible. Je trouve ça horrible, ces pauvres enfants. Dessin des mains et la main qui gêne, voilà. C'est-à-dire que c'est sans parole, hein. Et voilà. Et elle a voulu faire, elle a voulu dessiner une main qui gêne en action. Et elle a fait les flèches de la main qui gêne. Donc ça va un petit peu partout, hein. Voilà. Et là, alors c'est un test qui peut se faire passer en collectif, qui peut se faire passer aux parents. Là, j'ai fait passer aux parents. Bon, aux grands-parents. Il peut se faire passer à tout le monde. Et voilà. Et ça, c'est un cas d'une étudiante roumaine qui passe son doctorat la semaine prochaine. Et on aurait pu croire que c'était un enfant autiste, ce genre de dessin. Pas du tout. C'est un enfant maltraité, en Roumanie, comme partout. Comme quoi les enfants aux enfants ressemblent. Voilà. Merci. Merci à vous. Excusez-moi d'avoir été si longue. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vous ai mis mon mail parce que je suis en train de fonder une association internationale, puisque je vous dis, dans plein de pays on le connaît. Là, je pars demain à Jakarta où a lieu l'Asiapsy, la conférence des psychologues asiatiques. C'est-à-dire que le test, il est utilisé au Pakistan, il est utilisé aux Indes, il est utilisé en Indonésie, il est traduit là-bas. Bon, il ne reste plus que la France pour qu'il soit utilisé et qu'on aide un petit peu mieux nos enfants. Voilà.
Alors donc, vous avez mon mail, roselindavido@free.fr. Je serai très heureuse si vous voulez participer à cette association qui aura des actions de formation. Malheureusement, je n'ai pas toutes les compétences de M. Tisseron, qui lui avait l'air était très très étoffé, mais je compte sur vous pour m'aider à ce que, une fois que l'on a détecté ça, si vous avez vous justement des relais, Recueillir des données, c'est-à-dire, c'est ça? voilà, une fois qu'on a bien recueilli, pour qu'on puisse faire quelque chose de béton entre guillemets, pour que les enfants soient vraiment aidés et pas remis dans la nature. Hein. Voilà, c'est d'une tristesse infinie, 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 infinie. Et tous ces enfants qui se suicident vers 14-15 ans, qui se scarifient. Il y a un cas qui est fait par Jacqueline Finkenstein, qui est maître de conférence à Amiens et qui enseigne mon test à Amiens. Justement, c'est comme ça que Amal Hachet a pu voir ce que c'était que le Davido de Tchad, puisque j'ai eu la chance de paraître là-dedans. Et elle faisait passer mon test à une jeune fille, je crois, qui avait 16 ans et qui avait été abusée quand elle avait 7 ans, je crois, par son grand-père. Et depuis l'âge de 7 ans, tentative de suicide, personne ne comprenait, voilà. Et comme le grand-père était mort l'année, quelques mois après l'avoir abusé, le pauvre, il devait avoir l'Alzheimer ou un truc comme ça, la pauvre môme s'était encore sentie plus coupable, parce que naturellement que les enfants se sentent coupables, hein, ça va de soi. Hein. Et on les culpabilise encore plus en les stigmatisant en échec scolaire, c'est double peine. Voilà, merci.